Gourmande. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Tout d'abord, quelle est votre profession? Écrivain. Votre situation familiale? Amoureux. Votre obsession dans la vie? Les autres. Et votre devise? Oser. Votre prénom et votre nom? Alexandre Jardin. Venez me rejoindre, Alexandre Jardin, écrivain, citoyen. Vous avez écrit 25 romans, c'est le dernier qui vient de sortir, Les Nouveaux Amants. Et puis, vous êtes un homme, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme, comme je disais, passionné, exalté même. Est-ce que vous êtes normal? J'ai grandi au milieu de gens qui ne l'étaient pas excessivement, qui étaient des gens très libres. Est-ce que ça vous a déstructuré, déconstruit, ou au contraire, ça vous a construit, cette famille? Ça m'a appris la largeur de la vie. Et j'ai appris qu'on pouvait oser. Voilà. Ma mère osait beaucoup, mon père osait beaucoup. Votre père, c'est Pascal Jardin. Oui. Dit le Zubial. D'ailleurs, vous lui avez consacré un livre. Il était écrivain, il était scénariste. Il était réputé très fantasque. Qu'est-ce que vous avez hérité de lui? Une liberté inouïe. Une vraie liberté. Papa fonctionnait comme ça. Je pouvais arriver dans un dîner, s'il était très troublé par la maîtresse de maison, il prévenait immédiatement le mari qu'il allait tout faire pour embarquer sa femme avant la fin du dîner. Et il le faisait. Il faut dire que vos parents étaient très, très libres. Oui. Libres sentimentalement, libres sexuellement. Autant d'ailleurs votre mère que votre père. Oui, c'était des très très grands amoureux. Ça, Très. c'est votre père? Oui, c'est Et papa. vous-même? Oui, Ouais. oui c'est papa. Voilà. Et alors, bizarrement, il n'y a pas de photo de votre mère. Jamais. Pourquoi? Maman l'aperçoit dans tous les films que ces hommes ont tournés, ont écrits. Dont les vôtres? Non. Dans les films de ces hommes, Romy Schneider des années 70, dans les films de Claude Sautet. De ses amants? Oui. Ils ont beaucoup tourné sur des personnages féminins inspirés par elle. J'ai souvenir d'un dîner surréaliste comme ça avec Romy Schneider et maman. C'est très bizarre parce qu'elle avait en face d'elle celle qui avait inspiré ces personnages. Donc son miroir? Oui, très étrange dîner. Oui. Vous avez vécu comme ça des moments où vous, enfant, vous êtes dit c'est pas normal, c'est pas la vie de mes copains? Je savais qu'on avait le droit de vivre comme au cinéma. Je savais que c'était possible d'abord. Je savais que... Je voyais bien quand même que lorsque je ramenais une petite amie à 14 ans à la maison, qu'elle repartait pour la Slovénie en train, j'étais en larmes et papa me disait on va sauter dans un avion, on va rattraper le train, on sera sur le quai demain matin à Ljubljana en Slovénie. Et on l'accueillera. Et là, tu deviendras inoubliable pour les femmes de sa famille. Et on le faisait. Et il y avait une mauvaise surprise à l'arrivée, puisqu'elle m'avait caché qu'elle avait un boyfriend. On est reparti la cobasse. Donc, il y avait, si on peut dire. Donc, Alexandre, il y avait une complicité d'homme avec votre père. Il m'expliquait que j'étais né pour aimer. Et que ça allait être la grande affaire. On parlait de ça quand j'étais enfant. Il est décédé, vous aviez 15 ans. Quel regard il porterait sur vous aujourd'hui, selon vous? Vous vous êtes souvent posé la question, j'imagine. C'est un homme qui me manque tout le temps. Sa gaieté me manque tout le temps. Je crois que j'ai appris de lui le goût du déséquilibre. Vraiment du déséquilibre. Que c'est pas dangereux. Que l'on peut se mettre en risque. En fait, il me manque tout le temps. L'année dernière, j'étais à une terrasse de café, j'ai vécu une petite scène et j'ai senti qu'il aurait pu la vivre à ma place. Il y avait un type qui embrassait une femme et pendant qu'il l'embrassait, il y a eu des passants. Enfin, une passante très jolie, avec des très jolies jambes qui partent, et le type regarde les jambes de la passante pendant qu'il roulait une pelle. Il revient et il me voit. Je me suis levé, j'ai été voir le couple et j'ai dit la vérité. Non. Si. Mais de quoi vous vous mêlez? Et c'était sublime parce que c'est extraordinaire. Parce que la dame, le type a dit oui, c'est vrai. Il a avoué et tout à coup la relation était vraie. Et j'ai senti que papa aurait pu vivre ça.
C'était le genre de comportement qu'il avait. Alors, votre grand-père, vous avez écrit beaucoup sur votre famille, Jean, directeur donc, de cabinet de Pierre Laval, sous l'occupation. Est-ce que ça reste une tâche indélébile pour vous? Un truc à réparer. D'où votre action aujourd'hui? Ça compte. Bien sûr. Que le tri humain soit envisagé en France, ça fait partie des choses que je ne laisserai jamais faire à ma génération. Jamais. Donc vous tentez de rattraper la faute de votre grand-père? C'est pas si simple, mais... C'est de cet ordre-là? Je sais que le pire arrive sans qu'on le voie venir. Je le sais familialement. Vous auriez été dîner avec mon grand-père, vous l'auriez trouvé charmant. Il était quand même le bras droit du chef du gouvernement le jour du Veldiv. Donc je sais que le pire arrive et ne ressemble pas à l'horreur. Ça se passe comme ça. Donc je suis extrêmement méfiant. Mais bien sûr que j'ai honte, bien sûr. Vous voulez dire que la laideur peut être belle? Ça peut ne pas ressembler à... On peut ne pas voir les choses dans l'instant, voilà. Mais du coup, je suis très aux aguets de ça. Quand vous avez perdu votre frère, Emmanuel, vous étiez aussi aux aguets? Vous saviez qu'il y avait une fragilité chez cet homme? Oui. Et... je préfère que... J'arrive pas à parler de lui. Voilà. C'était votre frère et il est parti de lui-même. Il a voulu partir. Oui. Votre premier livre, c'est Bille en tête. Bille en tête, qui a reçu quand même le prix du premier roman. Ensuite, 3 ans après, vous obtenez le prix féminin avec Le Zèbre. Est-ce que cette précocité, en fait, c'est un fardeau quand on est si jeune? Non, ça me semblait très tard. Ah! Mais vous aviez quel âge? Mais j'avais Une 23, vingtaine. mais comme j'avais perdu mon père à 15 ans, j'étais pressé, quoi. Je voulais qu'il m'arrive des choses. Donc ça me semblait... J'ai toujours eu peur que la vie n'ait pas lieu. Donc vous courez toujours après quelque chose? Oui. Oui. J'ai toujours peur que la beauté de la vie n'ait pas lieu. Que sa grandeur ne se manifeste pas, qu'on n'aille pas la chercher, quoi. Mais en revanche, je n'ai jamais cru au jeu social. Je n'y ai jamais cru. C'est-à-dire à la notoriété, à ce que ça... je n'ai jamais cru à ce qui n'avait pas de sens. Même la reconnaissance de ses pairs en recevant des prix? Non. J'arrive pas à y croire. On sait bien quand quelque chose est absolument réel. Quand un événement dans votre vie est absolument réel. Et ce qui est de l'ordre de la reconnaissance sociale, c'est très rarement réel. Vous savez bien, ça vibre pas de la même manière. Donc c'est artificiel, c'est factice? C'est un jeu. Le jeu de la vie, vous le connaissez bien. La suite de votre parcours nous est racontée aujourd'hui par Magali Defer. Avec vous, Alexandre Jardin, comme invité, on est sûr de ne pas déprimer. D'abord parce que vous avez ce rire communicatif, cette énergie débordante et surtout ce regard positif sur absolument tout. Dieu merci, on a eu une crise. Et la crise a rendu tout le monde intelligent, tout le monde s'est mis à penser. Malgré les titres du 20h plutôt plombants, vous voyez l'avenir d'un œil clément. Je vais dire quelque chose qui va peut-être détonner, mais je suis extrêmement optimiste. Il y a chez vous quelque chose du Candide de Voltaire. Comme lui, vous cultivez votre jardin, Alexandre, pour vivre dans le meilleur des mondes possibles. Et ça, depuis votre premier roman à 21 ans. On a la chance de traverser une époque extraordinaire. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire en littérature. C'est de donner des livres à une époque forte. C'est avec légèreté que vous racontez des histoires graves et enchaînez les succès avec pour thème de prédilection la famille et l'amour, le vrai, l'inconditionnel évidemment. Il faut arrêter avec cette espèce de vision dépressive de l'amour. C'est quelque chose de vivable. Vos romans prennent vie sur grand écran et quand l'auteur devient réalisateur, c'est toujours avec le même enthousiasme. Allez, c'est parti, car avec vous, ça ne s'arrête pas là. J'ai envie de servir ce pays que j'adore. Vous vous attaquez alors à l'échec scolaire en créant l'association Lire et Faire Lire. On fait venir des retraités bénévoles qui vont venir dans les écoles lire des histoires et faire lire les petits. Et puis enrichissez le vocabulaire des jeunes détenus avec 1000 mots. Dans notre société, le pouvoir, la force est entre les mains des gens qui ont des mots. Mais c'est pour aller à la rencontre de ceux qui font que vous lancez le mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre.
on a décidé de rassembler tous les gens qui fabriquent des solutions pour réparer les fractures du pays. Un pari osé auquel bien sûr vous croyez, et même si ce n'est pas gagné, On va se bouger le cul. Et il y en a un qui se bouge le cul, c'est Jean-Philippe Assensi, parce qu'il est là sur ce plateau, il va venir nous rejoindre tout à l'heure, et vous nous parlerez de cet homme, de cette passion aussi, une passion pour le sport tout d'abord. Magnifique. Voilà, vous avez dit magnifique. Magnifique. Le sport, qui est évidemment un mode aussi d'intégration et aussi la possibilité de trouver du travail par le sport. On vous expliquera cela parce que c'est une initiative extraordinaire. Quand on continue comme ça sur votre parcours, c'est vrai, Magali dit, oui, vous riez beaucoup. Est-ce que vous avez connu dans votre vie du découragement? Tout le temps. C'est tellement énorme ce qu'on essaie de construire. Mais même avant, lorsque vous avez été réalisateur, écrivain, et j'ai toujours cru que même quand je prenais des portes dans la gueule, et, comme tout le monde, quoi, j'ai toujours cru qu'il y avait un truc formidable derrière la porte. Et d'ailleurs, ça arrive. Si on laisse la place à de l'extraordinairement improbable, la dimension improbable de la vie, si on l'accepte, mais enfant, j'étais habitué à ça. Donc, je sais que l'extravagant arrive. Je sais que la vie n'est pas raisonnable. Et quand vous riez, Alexandre, puisque c'est vrai, là on le voyait en 1 minute 30, c'est une protection, non? Bien sûr. Mais ça correspond à des années où je menais une double vie, en fait. Dans toutes ces années, je ruminais l'histoire de mon grand-père. Voilà. Et donc... ça a été un soulagement de le révéler. Énorme. Énorme. C'est tellement... Je veux dire, vous l'auriez vécu comment, vous? En vrai? Mal, sans doute. Pas bien, quoi. Comment on porte ça? Bien qu'on ne soit pas responsable de ses aïeux. Non, mais non, bien sûr. Mais on est responsable de son regard. De ses solidarités, Quand j'étais adolescent, j'avais une petite amie dont la mère avait passé 2 ans à Auschwitz. Et je pense que c'était pas un hasard, quoi. Je ne savais pas comment faire. Même si vous saviez que vous alliez peut-être blesser quelques membres de votre famille. Ça a provoqué une rupture énorme à l'intérieur de ma famille. Mais comme n'importe qui tout à coup ouvre un placard dans une famille. Là, c'était un placard de la guerre. Et il s'est produit un truc absolument sublime quand ce livre est sorti, des gens très bien. Tous les gens que je croisais dans des librairies, dans le train, me parlaient de leurs secrets de famille liés à la guerre. De ce qu'ils n'avaient pas osé dire. Parce qu'en fait, tout le monde a ça en France. Ils étaient solidaires. Oui. De vous. Oui. Et puis ils étaient beaux. Ils étaient beaux de vérité. Ça vaut le coup de risquer la vérité. De quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours? De ce que je fais en ce moment. Oui. J'ai pour la première fois de ma vie la sensation d'être à ma place. D'être utile? De ce qu'on fait avec les maisons des citoyens et avec les zèbres. Oui, véritablement. Et on sait bien quand on est à sa place ou pas. Et vous avez été longtemps pas à votre place? Oui, longtemps. Longtemps. Et je pense que c'est extraordinaire, quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire de toute beauté, ce réveil citoyen en ce moment en France, qui est porté par la maison, à quelque chose de... La maison des citoyens. La maison des citoyens, à quelque chose c'est la partie haute des gens qui sort. Et on est un grand peuple. On n'est pas des veaux. Je veux dire, on est des gens bien. Et à un moment, il fallait quand même que ça sorte, quoi. Qu'on le dise, qu'on se compte, qu'on se montre, qu'on passe à l'acte, qu'on fasse des actions, qu'on... je veux dire, ce qu'on voit tous au journal de 20h, c'est juste insupportable. Nous ne sommes pas ça, quoi. On est un pays positif.
courageux. On est des millions à s'engager dans des associations. Il y a des millions d'entrepreneurs, il y a des millions pas des millions, mais des centaines de milliers d'élus locaux qui se battent localement. On est une grande nation. C'est ce qu'on appelle le mouvement citoyen.